participation à ce webinaire dédié à l'outil d'aide au montage de projets européens pour les porteurs de projets normands. Ouais, excusez-moi, je vais arrêter la transcription parce que c'est un peu perturbant. Voilà, OK. Donc, comme je le disais, un grand merci pour votre participation à ce webinaire de présentation de l'outil Jump Europe, outil d'aide au montage de projets européens pour les acteurs normands que la région Normandie est sur le point de lancer de manière opérationnelle. Vous vous souvenez peut-être que le 6 juillet dernier, un webinaire de lancement un peu général a été organisé. Là, aujourd'hui, demain et après-demain, nous organisons 3 webinaires dédiés à chaque fois à un lot de Jump Europe. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui est consacré au lot 2, qui est axé sur tout ce qui est recherche et innovation numérique, internationalisation des entreprises. Demain, ce sera le webinaire du lot 3 sur les aspects jeunesse, culture, éducation, citoyenneté. Et vendredi, ce sera le webinaire dédié au lot 1, donc sur tout ce qui est transition énergétique, écologique, climatique et également la mobilité durable. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Coupez également vos micros et vos caméras si vous n'intervenez pas. Comme je le disais, ce webinaire est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas participer à un webinaire enregistré, merci de bien vouloir vous déconnecter. Et la vidéo et la présentation seront rendues disponibles dans les prochains jours via le site L'Europe s'engage en Normandie, comme ça avait été le cas pour le précédent webinaire du 6 juillet. Donc, voilà, finalement, rien de nouveau par rapport à ce qui a été organisé par le passé. Au niveau du contenu de notre webinaire, donc l'idée, c'est de revenir rapidement sur le périmètre de Jump Europe. Ensuite, contrairement à ce qu'on avait fait début juillet, on reviendra sur le panorama des principaux programmes européens éligibles au soutien de Jump Europe, avec évidemment un focus sur le lot 2. On reviendra également sur les modalités de fonctionnement de Jump Europe, puisqu'elles ont un tout petit peu évolué par rapport à ce qui vous a été présenté en juillet. Ensuite, nous entendrons Erdine, qui est le consultant prestataire sur ce lot 2 d'Horizon Europe, qui nous présentera son expérience et ses modalités d'accompagnement pour les projets sur ce lot. Et enfin, nous entendrons 2 retours d'expérience de porteurs de projets normands qui sont lauréats sur les programmes ciblés par le lot 2 de Jump Europe. Et évidemment, nous prévoirons un temps de questions-réponses en sachant que il ne faut pas vous interdire de poser vos questions au fur et à mesure du webinaire, au fur et à mesure des questions quand elles apparaissent. Et on verra si on peut y répondre au fur et à mesure également. C'est quand même plus interactif. Voilà, donc ne vous interdisez pas de poser les questions dans le chat. Alors, petite intro. Au niveau de l'équipe Jump, donc comme je le disais, Jump Europe, c'est un outil d'aide au montage de projets européens pour les acteurs normands. Il est géré par la Direction Europe et internationale de la région Normandie. 4 personnes sont derrière Jump Europe, 2 personnes de l'antenne de la région Normandie à Bruxelles, donc moi-même, Zoé Builbaudin. Moi, je m'occupe de tout ce qui est recherche, innovation et énergie. Il y a également ma collègue Manon Quérault, qui s'occupe des aspects plutôt éducation, culture, urbain, et qui est présente ce matin, mais qui sera à la manette du webinaire de demain matin. Et puis à Caen, dans le service Action internationale et projets européens, il y a mes collègues Madeleine Petit-Jean-Mérizza et Soraya Boumedienne. Elles sont également présentes ce matin. Et Madeleine est la pilote du webinaire qui se tiendra vendredi matin. Au niveau de la répartition des programmes entre nous, Manon et moi, on est plutôt sur les programmes qui sont gérés directement par la Commission européenne. Et Madeleine et Soraya sont sur les programmes Interreg que vous connaissez peut-être déjà et sur lesquels on va revenir très bientôt. Concernant le périmètre de Jump Europe, comme on vous l'a dit en juillet, ça n'a pas bougé. On reste sur vraiment les programmes Interreg et les programmes sectoriels européens. Donc, tout ce qui relève des fonds européens structurels et d'investissement, les FESI, donc que ce soit le FEDER, le FSE, le FEAMPA, le FEADER, REACT-EU et le FTJ, que ce soit géré
au niveau régional ou au niveau national ne sont pas éligibles à un soutien de Jump Europe. Jump Europe se concentre vraiment sur les programmes de coopération territoriale Interreg et sur les programmes sectoriels européens qui ont des caractéristiques communes. Donc, généralement, il y a des appels à projets, il est nécessaire de répondre en anglais, il est souvent indispensable de trouver des partenaires européens et ce sont des programmes qui sont très compétitifs parce que ouverts à tout ou partie de l'Union européenne, voire au-delà. Et donc, du coup, ça entraîne des taux de succès qui sont généralement assez bas. Et c'est justement pour ça qu'on met en place Jump Europe. C'est pour avoir le petit coup de pouce qui pourra vous aider, enfin, qui pourra aider vos candidatures potentiellement à réussir à ces appels vraiment compétitifs. Donc, voilà pour ce rappel de périmètre. Je ne vois pas de questions dans le chat. Du coup, à moins que vous n'en ayez, mais je vous propose de passer au panorama des principaux programmes éligibles à ce lot 2 de Jump Europe, donc lot spécifiquement dédié aux aspects recherche et innovation numérique et internationalisation des entreprises. Et pour ce panorama, pour commencer ce panorama, je donne la parole à ma collègue Madeleine, qui va vous donner un panorama des programmes Interreg. Bonjour à tous, donc Madeleine Petit-Jean-Mérizza, conjointement avec ma collègue Soraya Boumedienne, nous gérons pour la région Normandie donc les programmes Interreg. La région Normandie est éligible à 4 programmes Interreg: Interreg Mer du Nord, Interreg Europe du Nord-Ouest, Interreg Espace Atlantique et Interreg Europe. Je vais vous les présenter en substance. Je vais revenir aussi sur les priorités et les objectifs spécifiques qui pourraient être intéressants pour ce lot à travers Jump Europe. Donc, en premier lieu, Interreg Mer du Nord, c'est un Interreg qui est géré avec la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et la Norvège. La Norvège, c'est un partenaire associé. Sur les projets Interreg Mer du Nord, on a une enveloppe pour 21-27 de 158 millions d'euros. Les projets peuvent être cofinancés à hauteur de 60%. Donc, on a une priorité 1 qui se nomme des économies fortes et intelligentes dans la région de la mer du Nord, avec pour objectif spécifique améliorer les capacités de recherche et d'innovation et l'utilisation de technologies de pointe. Et l'objectif 1.2, développer des compétences pour une spécialisation intelligente, une transition industrielle et l'entrepreneuriat. Nous avons ensuite Interreg Europe du Nord-Ouest avec une enveloppe beaucoup plus large de 310 millions d'euros, toujours sur 60% de cofinancement. Interreg Europe du Nord-Ouest, c'est également 6 pays: l'Irlande, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la partie nord de la France et la partie ouest de l'Allemagne. La priorité qui peut être intéressante pour ce lot, c'est la priorité 4, résilience territoriale grâce à une transformation innovante et intelligente. Améliorer, donc avec l'objectif spécifique, améliorer les capacités de recherche et d'innovation, ainsi que l'utilisation des technologies de pointe. Nous avons également Interreg Espace Atlantique avec une enveloppe de 113 millions d'euros. Ici, un cofinancement à hauteur maximum de 75%. Interreg Espace Atlantique, c'est donc la France, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal. Donc, pour cet Interreg-là, la priorité 1, innovation bleue et compétitivité, regroupe 2 objectifs qui peuvent être intéressants: développer et améliorer les capacités de recherche et d'innovation, ainsi que l'utilisation des technologies de pointe. Et l'objectif spécifique 2, tirer pleinement parti des avantages de la numérisation pour les citoyens, les entreprises, les organismes de recherche et les pouvoirs publics. Et ensuite, Interreg Europe, qui est un peu plus spécifique que les 3 précédents Interreg. La zone géographique concernée pour Interreg Europe, c'est les 27 États membres, plus la Suisse et la Norvège. Donc on a un budget a priori de 379 millions d'euros avec un taux de cofinancement allant de 70 à 80%.
Donc, on a une priorité une Europe plus intelligente avec des objectifs en lien avec le lot 2, capacité de recherche et d'innovation, adoption de technologies avancées, numérisation pour les citoyens, les entreprises, les organismes de recherche et les pouvoirs publics, croissance durable et compétitivité et création d'emplois, y compris dans les PME, y compris par des investissements productifs et connectivité numérique. Euh, donc pour, ces, 4 interregs, pour le moment, pas d'appel à projets ouverts, mais des appels à projets qui le seront prochainement, sans que nous ayons une date fixe. A priori, sur Mer du Nord, un 4e appel à projets ouvrira en fin d'année civile, donc fin 2023. De même que pour, Interreg Europe du Nord-Ouest. Sur Espace Atlantique, un nouvel appel à projets devrait ouvrir prochainement, mais il ne concernera malheureusement pas, le lot 2. Et Interreg Europe, de même, probablement un nouvel appel à projets le premier semestre 2024. Pour toute l'information concernant Interreg Mer du Nord, n'hésitez pas à nous contacter, hein, sur l'adresse mail Jump Europe et à consulter aussi les sites internet des Interreg qui seront en lien dans ce PowerPoint et qui seront aussi en lien sur le site internet de la région. Également, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations liées aux différents appels à projets sont dessus. Mais voilà, n'hésitez pas à contacter l'équipe pour avoir plus d'informations sur les coopérations Interreg et sur les appels à projets à venir. Voilà, je repasse la parole à Zoé. Merci beaucoup, Madeleine. Effectivement, dans le chat, j'ai indiqué le lien vers la page, vers les programmes Interreg du site L'Europe s'engage en Normandie. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil voilà, pour avoir plus d'infos sur ces programmes. Et j'ai également mis un lien vers le guide des programmes européens édité par la région Normandie. Voilà. Là aussi, c'est une première porte d'entrée intéressante si vous ne connaissez pas ces programmes et si vous souhaitez en savoir plus. Après Interreg, un autre gros programme européen concerné par le lot 2, c'est le programme Horizon Europe, donc le programme cadre européen pour la recherche et l'innovation 2021-2027. Donc c'est un programme qui est doté d'un budget de 95,5 milliards d'euros. Contrairement au programme Interreg, en tout cas au programme Mer du Nord, Espace Atlantique et Europe du Nord-Ouest, c'est un programme qui est ouvert à toute l'Union européenne, voire au-delà, puisque la Commission européenne a signé des accords d'association avec des pays tiers. Et c'est la grande nouvelle de ce début de mois, c'est que le Royaume-Uni a récemment signé l'accord d'association avec l'Union européenne sur sa participation à Horizon Europe. Et donc, cette association sera effective à partir de début 2024. Donc, voilà, très bientôt, les acteurs du Royaume-Uni pourront participer à des programmes, à des projets Horizon Europe, mais surtout recevoir des financements Horizon Europe. Jusqu'ici, ils pouvaient participer, mais c'était le Royaume-Uni qui les finançait. Maintenant, ils pourront recevoir des financements Horizon Europe. Donc, ce programme Horizon Europe, il est composé de 4 grands piliers. Un premier pilier, le pilier Insilience d'excellence, qui lui vise vraiment au soutien d'actions de recherche fondamentale via des bourses de recherche du Conseil européen de la recherche, l'ERC. Il y a également les actions Marie Curie, qui là sont des actions qui soutiennent la mobilité des chercheurs d'une part, mais aussi des personnels de la recherche et de l'innovation d'autre part. Et il y a également du soutien au développement et au réseautage d'infrastructures de recherche européennes. Ensuite, vous avez un deuxième pilier qui s'intitule Problématiques mondiales et compétitivité européenne et qui là se divise en 6 grands pôles ou clusters thématiques, à savoir santé, culture, créativité, société inclusive, défense pour la société civile, industrie numérique espace, climat, énergie, mobilité et alimentation, bioéconomie, environnement, ressources. Et donc, ce pilier 2 soutient essentiellement des projets collaboratifs. Donc, j'y reviendrai. Mais là, dans le cadre du pilier 2, le financement européen, pour l'obtenir, il est nécessaire de monter des projets portés par un consortium composé d'au moins 3 partenaires situés dans 3 pays différents. Et enfin, vous avez le pilier 3 d'Horizon Europe, qui est dédié plutôt à l'innovation.
avec d'une part le Conseil européen de l'innovation, l'EIC, qui soutient des projets de recherche mais de rupture avec, comment dire, la perspective d'amener cette innovation de rupture sur le marché. Et l'EIC soutient également des entreprises, PME ou start-up individuelles très innovantes via de la subvention et ou de la prise de participation. Toujours dans ce pilier 3, vous avez le soutien aux écosystèmes européens d'innovation. Donc là, ce sont des projets qui vont impliquer des acteurs intermédiaires, entre guillemets, donc des pôles, des clusters, des agences de l'innovation. Et l'idée, c'est de faciliter leur réseautage pour que les acteurs du territoire avec lesquels ils sont en contact puissent également être mieux réseautés et développer des projets européens, voire internationaux. Et enfin, vous avez l'Institut européen d'innovation et de technologie, qui est un organisme un peu particulier parce qu'il finance de gros projets qui s'appellent des KIC, des communautés de l'innovation et de la connaissance, et qui là, en fait, sont des gros projets qui lancent leurs propres appels à projets. Et enfin, le quatrième pilier d'Horizon Europe, qu'on appelle aussi le pilier couché, et qui s'intitule Élargir la participation et renforcer l'espace européen de la recherche. Donc là, vous avez un volet de soutien aux acteurs de l'espace européen de la recherche, un petit peu comme le volet écosystème européen d'innovation. Donc là, on va soutenir les acteurs de ces écosystèmes. Et ensuite, vous avez un soutien pour améliorer la participation des acteurs des pays qui, traditionnellement, sont moins bons, en fait, pour participer à des programmes comme Horizon Europe. Et donc, typiquement, ce sont les acteurs d'Europe, des pays d'Europe centrale et orientale qui sont concernés par les appels de ce pilier. Et alors donc, comme je le disais en introduction, Horizon Europe fonctionne par appel à projet. C'est très compliqué de vous donner un calendrier parce que, en fonction des différents volets qui sont listés ici, les calendriers des appels changent, sont différents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Commission européenne en fait publie régulièrement des programmes de travail pour chacun de ces volets d'Horizon Europe, dans lesquels elle annonce à l'avance les programmes de travail, les appels à projets qui vont être publiés. Et donc, c'est intéressant de consulter ces programmes de travail parce que ça vous permet d'anticiper le lancement des appels et de préparer en amont le projet que vous voudriez monter ou trouver les partenaires avec lesquels vous voudriez travailler. Enfin, voilà. Pour Horizon Europe, vraiment, ce qui est essentiel, c'est d'anticiper parce que si vous attendez le lancement d'un appel à projet pour vous positionner, vous n'aurez que 3 ou 4 mois pour répondre d'ici l'échéance de dépôt et ce ne sera pas suffisant. Mais là encore, pas de panique. L'équipe de Jump Europe est là pour vous aider à anticiper. En plus de ces 4 piliers que je vous ai présentés, il y a 2 autres opportunités de financement dans Horizon Europe. D'une part, il y a les missions. C'est une nouveauté d'Horizon Europe que la Commission a lancée en 2021. Et l'idée, en fait, c'est de résoudre de grands défis sociétaux auxquelles les sociétés européennes sont confrontées dans une logique de co-conception avec les citoyens européens. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a 5 missions. Une sur l'adaptation au changement climatique, une autre sur le cancer, une troisième sur la santé des océans, des eaux côtières et des mers et des eaux intérieures, une quatrième mission sur les villes et une cinquième mission sur la santé des sols et l'alimentation. Et il devrait bientôt y avoir une 6e mission sur le nouveau Bauhaus européen. Donc ça, c'est une initiative qui mêle à la fois architecture, urbanisme, rénovation des bâtiments. Donc c'est tout neuf et il faut encore que ce soit validé. Donc pour le coup, je ne rentrerai pas dans le détail. Mais voilà, sachez que les missions, ce sont des opportunités de financement complémentaires au sein d'Horizon Europe. Chaque mission lance ses propres appels à projets. Là aussi, il y a un programme de travail dédié et l'équipe Jump Europe est là pour vous aider à y voir plus clair. Et enfin, autre opportunité de financement dans Horizon Europe, ce sont les partenariats. Parce que au sein de chaque cluster thématique d'Horizon Europe, la Commission a noué des accords avec des acteurs industriels et académiques de certains domaines pour lancer des partenariats, c'est-à-dire comment dire, des projets où
différentes entités de financement mettent en commun des financements pour ensuite lancer leurs propres appels à projets. Donc là aussi, je ne rentre pas dans le détail. L'idée de cette diapo, c'est de vous présenter c'est de vous présenter la multitude d'opportunités qui existent. Et vraiment, il ne faut pas hésiter à faire appel à nous pour vous aider à identifier la bonne opportunité d'appel à projet pour vos projets. Je reviens sur les types de projets soutenus au sein d'Horizon Europe. Donc, comme je le disais, Horizon Europe soutient des projets collaboratifs. C'est notamment le cas de deux grands types de projets qu'on appelle des RIA, donc les actions de recherche et d'innovation, et les IA, actions d'innovation. Donc, les RIA, ce sont plutôt des projets axés sur la recherche et l'exploration de la faisabilité d'une technologie. Donc, comme vous pouvez le constater dans le petit tableau à droite de la diapo, au niveau de la maturité, du degré de maturité technologique, on est sur une TRL 3,5. Et en termes de financement, la subvention européenne couvre 100% des coûts liés au projet. Donc, pas besoin de trouver de contrepartie financière a priori. Pour les actions d'innovation, on est un petit peu plus en aval. Donc là, on est plutôt sur des projets de démonstration. Et là, au niveau du degré de maturité technologique, on est plutôt sur une TRL 5 à 7. Et le financement européen va être de 100% pour les organisations à but non lucratif et de 70, voire de 60% pour les acteurs à but lucratif. Et pour ces deux types de projets, encore une fois, il est obligatoire que le projet soit porté par un consortium de minimum 3 partenaires situés dans 3 pays différents. Et parfois plus. Parfois, l'appel à projet signale qu'il est nécessaire de trouver un noyau de plus de 3 partenaires. Donc, l'aspect collaboratif est vraiment très, très important. Autre type d'actions financées par Horizon Europe, ce sont les CSA, les actions de coordination et de soutien, qui là visent plutôt à mettre en place des mesures d'accompagnement, donc mise en réseau des acteurs, production d'études, benchmark. En théorie, ce type d'action n'est pas collaboratif, mais dans les faits, ce sont des projets qui sont quand même portés par des consortia d'acteurs européens très vastes, et donc il est aussi nécessaire de trouver des partenaires. Donc là, ici, je ne m'attarderai pas sur cette diapo, c'est juste pour vous rappeler l'échelle de TRL, donc l'échelle de niveau de maturité technologique que la Commission européenne utilise dans Horizon Europe pour faire la distinction entre ces différents types de projets, RIA, IA. Voilà. Et alors, comme je le disais au tout début, Horizon Europe ne finance pas que des projets collaboratifs. Elle finance également des projets plus ou moins monobénéficiaires. Donc, déjà dans le cadre du Conseil européen de la recherche que j'évoquais, donc l'ERC, qui finance là des bourses pour des projets de recherche d'excellence à la frontière de la connaissance. Donc là, ERC, c'est vraiment ouvert à toutes les disciplines. Ensuite, vous avez les actions Marie Curie, qu'on appelle MSCA, et qui là sont des actions de soutien à la mobilité des chercheurs. Et enfin, vous avez les actions EIC Accelerator, donc le Conseil européen de l'innovation, l'accélérateur, qui, comme je le disais, soutient des PME, start-up très innovantes avec de la subvention et ou de la prise de participation. Donc voilà, Horizon Europe finance essentiellement des projets collaboratifs, mais pas que. Et concernant les ressources, n'hésitez pas, outre ce que j'ai indiqué dans le chat, donc le guide des programmes de la région Normandie et le site L'Europe s'engage en Normandie, la Commission européenne a tout un tas de sites Internet et notamment des sites qui vous permettent d'avoir un aperçu des projets qui ont déjà été financés sur votre thématique et qui du coup ne seront a priori plus financés par la Commission. Donc c'est toujours intéressant pour avoir un aperçu de l'existant. Et un site que je trouve, à titre personnel, très bien fait et très riche, c'est le site du ministère français de la Recherche le MESR, donc, qui a développé un portail sur Horizon Europe et qui couvre voilà, tous ces différents volets, pilier 1, pilier 2, pilier 3, le pilier couché, les missions, les partenariats, tout est couvert sur ce site. Il est très riche. Donc voilà, n'hésitez pas à y jeter un œil également. Dans le chat, je ne vois pas de questions sur Horizon Europe. N'hésitez pas si vous en avez. Voilà. Ces appels européens nécessitent-ils une écriture des appels de la région Normandie comme c'est le... Non. Alors, si je comprends bien la question, là, Benoît, je comprends votre question comme étant, est-ce que la région Normandie peut participer
Non, je dois me tromper. Peut participer à l'écriture des appels? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que, si je comprends mal, vous souhaitez reformuler votre question? Bonjour à toutes et tous. Bonjour Zoé. En fait, ma question, elle porte sur les appels à projets qui sont réécrits par la région Normandie. On a eu le cas notamment là pour le FSE+. On a encore notamment sur le programme du FSE 21-27 des appels à projets qui sont encore en cours d'écriture et qui sont révisés par Bruxelles, justement. Et donc, on est en attente aussi de ces appels à projets pour déclencher certaines de nos actions et obtenir certaines subventions sur des actions notamment qui ont déjà été engagées. Et je voulais savoir justement sur ce programme Horizon Europe si on était sur un même processus d'écriture de la région, donc de ces appels à projets, avec une vérification ensuite de l'Europe. Voilà. Alors, la réponse est non. Pas du Merci. tout. En fait, l'écriture des appels à projets, elle se fait dans des comités qui rassemblent la Commission européenne et des représentants des États membres. Donc, les régions n'ont absolument pas leur mot à dire directement sur l'écriture de ces appels. Il est possible de passer par des comités qui sont animés par le ministère pour influencer l'écriture de ces appels, mais comment dire, la région n'a absolument pas la main sur le stylo en fait pour écrire ces appels. C'est vraiment la Commission et les États membres. Et donc, nous, en fait, région, tout ce qu'on peut faire, c'est soit on essaye d'influencer très, très en amont en lien avec le ministère, en espérant pouvoir peser sur le contenu des futurs appels, soit ce qu'il faut, c'est anticiper le plus possible, essayer d'obtenir le texte des appels à projets au moment de leur publication, voire même avant, pour pouvoir positionner soit la région, soit les acteurs du territoire. Mais donc non, la région n'est pas du tout impliquée sur tout ce qui est écriture directe des appels à projets. Alors, est-ce que Jump Europe peut nous accompagner sur la partie tenders que l'on peut trouver sur le site de la Commission? A priori, nous ne l'avions pas prévu. Les tenders, c'est vraiment spécifique. Et donc, c'est un cas de figure qu'on n'avait pas prévu dans le cas de Jump Europe, où on était plutôt sur les appels à projets classiques d'Horizon Europe. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vais passer plus rapidement sur deux autres programmes également concernés par le lot 2 de Jump. C'est d'abord le programme Europe numérique, qu'on appelle également Digital parce qu'en anglais c'est Digital Europe. Et donc c'est un programme beaucoup plus petit ici, puisque c'est un programme doté d'un budget de 7,5 milliards d'euros sur la période 2021-2027. Et donc, c'est un nouveau programme. Avant, ce programme n'existait pas. C'est la première fois qu'il y a vraiment un programme dédié au numérique et donc qui vise à remplir un certain nombre d'objectifs, et notamment concernant l'autonomie, le renforcement de l'autonomie stratégique de l'Union européenne et le renforcement des chaînes de valeur européennes également. Et donc, c'est un programme qui s'articule autour de 6 priorités. D'abord, le calcul à haute performance, donc le High Performance Computing, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les compétences numériques avancées et donc tout ce qui est déploiement. Donc le déploiement, notamment via des espaces de données européens. Donc l'idée, là, on n'est pas sur de l'innovation, on n'est pas sur de la recherche, contrairement à Horizon Europe, on est un peu plus en aval. L'idée, c'est d'utiliser les résultats de la recherche, les résultats des projets de démonstration pour mettre en place vraiment des grands espaces de données européens sur différents types de secteurs, par exemple dans le secteur de la santé ou dans le secteur de l'urbain. Et puis, il y a également un petit volet dédié au déploiement de pôles d'innovation numérique sur tout le territoire de l'Union européenne. Et là, récemment, en Normandie, il y a plusieurs organisations qui ont été lauréates pour la mise en place d'un pôle d'innovation numérique européen en Normandie. Voilà, donc c'est un programme qui fonctionne là aussi sur appel à projets réguliers. Les programmes de travail sont publiés avec des fréquences différentes de celles d'Horizon Europe. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aller voir sur le site de la Commission européenne quelles sont les périodes couvertes par les différents programmes de travail d'Europe numérique.
Le taux de cofinancement est un petit peu différent également de celui d'Horizon Europe, puisqu'il est de 75% pour les PME et de 50% pour tous les autres types d'acteurs. Et comme je le disais, vraiment, Horizon Europe, Europe numérique, ne vise pas à financer de la recherche, mais à utiliser les résultats de la recherche pour mettre en place en fait ces innovations et faciliter l'accès aux innovations pour les citoyens et les entreprises. Et encore une fois, j'insiste, il y a des financements pour la mise en place de programmes de formation en matière de compétences numériques avancées. Et également, alors là, c'est écrit en tout petit, mais quand vous pourrez zoomer sur la diapo, je vous ai mis la liste des appels d'Europe numérique qui sont actuellement ouverts. Alors malheureusement, ils se clôturent fin septembre, donc c'est beaucoup trop tard pour vous positionner, mais ça vous donne une idée sur ce qui est financé dans le cadre d'Europe numérique. Et il y a notamment un appel qui va se clôturer sur les filles et le numérique, comment faciliter voilà, l'accès du numérique pour les filles dans les formations notamment. Donc c'est un programme très vaste. Là aussi, n'hésitez pas à le regarder si vous êtes impliqué sur la thématique du numérique. Je ne vois pas de questions dans le chat, donc je vous propose de passer au troisième et dernier programme que je pensais vous présenter. C'est le programme Euroclusters, qui est un volet d'un programme plus vaste qui s'appelle le Programme pour le marché unique, Single Market Programme, et qui est très très vaste. Le programme pour le marché unique, tout ne concerne pas les acteurs normands. Il y a aussi des choses sur la sécurité des aliments, la normalisation. Enfin, c'est vraiment vaste. Mais donc, au sein de ce programme, il y a un volet qui s'appelle Eurocluster et qui vise à faciliter la collaboration entre clusters européens, notamment sur les 14 écosystèmes industriels européens qui apparaissent sur cette diapo et qui ont été identifiés par la Commission européenne un petit peu avant la crise du Covid et que cette crise en fait a réactivé. Vraiment pour la Commission européenne, ces 14 écosystèmes industriels sont vraiment des écosystèmes prioritaires et elle souhaite vraiment renforcer les chaînes de valeur sur ces 14 écosystèmes prioritaires. Et donc, pour Eurocluster, il y a 2 appels à projets. Il y en a eu un, il est passé, il s'est clôturé le 7 décembre 2021 et il a permis de sélectionner 30 projets Eurocluster, donc des projets sur chacun de ces écosystèmes, rassemblant plusieurs clusters, pôles, filières européens pour qu'ils puissent travailler ensemble. Et il y a un deuxième appel qui est prévu en 2024 et il devrait être annoncé dans un programme de travail dont on attend la publication à l'automne 2023. Donc, on espère avoir bientôt des nouvelles de ce deuxième appel à projet Eurocluster, donc qui permettra à de nouveaux pôles et filières de se mettre en réseau pour monter un projet dans ce cadre-là. Mais voilà, pour l'instant, rien n'est encore confirmé. Et alors, il y a le financement de ces réseaux de clusters, mais ensuite, chacun de ces réseaux de clusters est censé lancer ses propres appels à projets pour permettre aux PME européennes qui relèvent de leur thématique de pouvoir se mettre en réseau et justement développer des projets ensemble. Et c'est ce qui est indiqué sur cette diapo. Donc sur cette diapo, vous avez un visuel de tous les projets Eurocluster qui ont été financés dans le cadre du premier appel, qui s'est clôturé en décembre 2021. Et donc, ces projets lancent au fur et à mesure leurs propres appels. Et donc, là aussi, en cliquant sur le premier lien de la diapo, vous tomberez sur les différents appels de ces projets Eurocluster qui sont actuellement ouverts. Et il y en a sur plein de thématiques. Donc, c'était compliqué de toutes les lister. Mais voilà, si en regardant la présentation, il y a des thématiques qui vous parlent, qui vous intéressent, qui concernent vos membres, donc c'est plutôt pour des PME, mais pas que. N'hésitez pas à jeter un œil sur les appels qui sont ouverts. Et également, je vous ai indiqué le lien vers les outils que la Commission européenne met en place pour soutenir les clusters en général et l'interclustering en particulier. Et notamment, elle a mis en place une
plateforme européenne de collaboration entre clusters, qui est un petit peu son outil de soutien des clusters, et il y a beaucoup d'informations dessus. Donc voilà, si vous êtes un cluster ou une association de filière, n'hésitez pas à jeter un œil, parce que la commission propose beaucoup de choses, pas forcément des appels à projets, mais en tout cas des outils et des opportunités de réseautage, et également des missions à l'international. Donc voilà, c'était tout sur les programmes relevant du lot 2 de Jump Europe. Alors, plus que avis ou remarques, je ne sais pas si vous avez des questions sur ces programmes, en sachant que, évidemment, c'est un panorama très vaste, très large, et je suis allée très vite. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et encore une fois, les ressources existent, n'hésitez pas à les regarder, et n'hésitez pas à revenir vers les membres de l'équipe Jump pour en savoir plus, si vous avez des questions. Donc, s'il n'y a pas de questions sur les programmes A, pardon. Marie, est-il possible de se faire accompagner sur un projet COST, dépôt prévu fin octobre? Oui, tout à fait. Peut-être que Pinar Temel Derdine pourra revenir sur ce sujet un petit peu plus tard dans sa présentation. Mais COST est tout à fait éligible à un soutien du lot 2 de Jump Europe. Après, va se poser la question du calendrier, puisque fin octobre, ça va arriver très vite. Et ça fait une parfaite transition vers la troisième partie de cette présentation, donc plutôt sur les modalités de fonctionnement de Jump Europe. On va revenir sur ces aspects de calendrier. Alors, au niveau du champ d'action de Jump Europe, comme on le disait, l'idée, c'est de vous aider à monter vos projets européens, soit en tant que coordinateur, soit en tant que partenaire. Donc, cette aide ne passe pas par une subvention, elle passe par la mise à disposition d'un accompagnement au montage de projets par des consultants experts en financement européen qui ont été sélectionnés préalablement par la région Normandie. Au niveau du public éligible, on est sur tous les types d'entités juridiques établies en Normandie, donc que ce soit le siège de l'entité ou une antenne. Et voilà, comme je le disais au début, Jump Europe, c'est 3 lots thématiques. Un lot plutôt transition énergétique, climatique, environnement, mobilité durable. Deuxième lot qui nous concerne sur numérique, recherche, innovation, internationalisation des entreprises. Et un troisième lot sur la citoyenneté, jeunesse, éducation, formation, culture et industrie créative. Et donc, pour chaque lot, un prestataire ou une équipe de prestataires a été sélectionnée. Donc voilà, nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le lot 2. En termes de champ d'action, donc au niveau des exclusions, comme je le disais au début, Jump Europe ne concerne pas les fonds européens structurels et d'investissement, donc pas de soutien au montage d'un projet FEDER, par exemple. Est également exclu le MIE, le mécanisme d'interconnexion pour l'Europe, parce que ce sont la plupart du temps des grands projets d'infrastructure, et donc le soutien peut passer plutôt par d'autres canaux. Donc voilà, je ne m'étends pas sur le sujet. Et ensuite, autre exclusion importante à retenir, c'est que les acteurs qui ont déjà reçu un soutien régional et ou national au cours de l'année écoulée pour le montage du projet candidat à Jump Europe sont exclus. Donc vous ne pouvez pas avoir 2 soutiens pour le montage d'un même projet sur la même année écoulée. Par contre, et j'anticipe peut-être une question que vous aurez, une même entité peut tout à fait avoir 2 soutiens de Jump Europe dans la même année, à partir du moment où ce n'est pas pour le même projet. Par exemple, dans une université, si vous avez 2 labos qui travaillent sur 2 projets différents, ces 2 labos peuvent tout à fait candidater à un soutien de Jump. L'important, c'est que ce soit pour des projets différents. Concernant les modalités de fonctionnement, il y a 2 formules. D'abord, pour les porteurs de projets qui souhaiteraient se positionner comme coordinateurs, là, on propose un accompagnement qui peut aller jusqu'à 60 heures maximum. Et pour les porteurs de projets se positionnant comme partenaires d'un projet ou travaillant sur un redépôt d'une candidature, toujours au programme éligible, qui n'a pas été retenu, là, on est sur un soutien de 30 heures maximum. Et au niveau des prestations éligibles, Jump Europe inclut la recherche de partenaires européens ou l'identification de consortia en cours de montage, l'aide à la rédaction et à la structuration du dossier de candidature, un soutien méthodologique sur le fond du projet et éventuellement, si c'est nécessaire, l'aide au dépôt sur le portail européen.
Et donc, le soutien de Jump Europe est conditionné au dépôt de la candidature que vous avez déposée, sauf évidemment raison indépendante de la volonté du porteur. Puisque ça arrive, il peut toujours y avoir un problème, un partenaire important qui se désiste, ou ce genre de choses, et dans ce cas-là, évidemment, ça ne peut pas être pénalisant. Donc, si vous avez une idée de projet, projet européen, vous souhaitez obtenir un soutien de Jump Europe, dans ce cas-là, il est nécessaire d'avoir identifié votre programme de financement européen et il est indispensable d'avoir des pistes solides de travail au cas où ce serait votre premier dépôt de projet européen. Et quand on dit piste solide de travail, il est vraiment fortement conseillé d'avoir identifié votre appel à projet européen en amont. Alors, l'équipe de Jump Europe est là pour vous aider. Comme vous avez pu le constater, il y a un certain nombre de ressources qui existent. Mais étant donné les délais pour accompagner le montage d'un projet européen, il est vraiment fortement conseillé que vous puissiez candidater à Jump une fois que vous avez identifié votre appel à projet. Et ensuite, si vous êtes retenu pour un soutien Jump Europe, eh ben, votre pleine implication sera attendue, puisque, encore une fois, le montage d'un projet européen, comme vous avez pu le constater, ça ne s'improvise pas. C'est un processus qui est très compétitif. Et ensuite, si votre projet est retenu, vous devrez de toute façon vous impliquer dans le projet, donc votre implication est vraiment cruciale. Concernant le calendrier, donc, comme je l'ai dit, donc vous avez une idée de projet européen, surtout n'hésitez pas à contacter l'équipe de Jump Europe si vous avez besoin d'aide pour identifier votre appel, ou si vous avez identifié votre appel mais que vous avez un doute, n'hésitez pas à nous contacter. Une fois que vous déposez votre candidature Jump Europe, le délai d'instruction de votre candidature durera 2 semaines, qui sera réalisé par l'équipe Jump Europe en lien avec nos collègues des directions sectorielles de la région. Et nous organiserons également un petit point de diagnostic avec le consultant pour pouvoir estimer un petit peu l'accompagnement dont vous aurez besoin. Ensuite, une fois que la région Normandie vous aura envoyé la réponse, si elle est positive, le consultant prendra contact avec vous et une phase de diagnostic s'amorcera pour vraiment bien détailler l'accompagnement dont vous avez besoin. Un plan d'action vous sera remis et la région prendra contact avec vous pour faire un petit point d'étape, voir si vous vous y retrouvez dans le plan d'action et si vous êtes toujours bien motivé sur la démarche. Et puis ensuite, mise en œuvre du plan d'accompagnement jusqu'au dépôt de la candidature. Et une fois que vous aurez déposé la candidature, vous aurez 2 semaines pour nous transmettre l'attestation de dépôt sur le portail européen. Concernant les prochaines étapes, donc là, je vous remets dans la diapo le lien vers le replay et la présentation de la session d'info et surtout de lancement d'Horizon Europe qui a été organisée le 6 juillet. Et a priori, la semaine prochaine, le téléservice, donc la possibilité de candidater à Jump Europe devrait être ouverte. Encore une fois, ça reste à confirmer, mais c'est en bonne voie. Après, évidemment, vous serez informé, vous recevrez le lien de connexion, enfin, vous recevrez le lien pour candidater à Jump Europe par mail. Mais voilà, a priori, semaine prochaine, sous réserve que tout aille bien. Et donc, du coup, ça nous amène au délai. Étant donné que donc on a un délai finalement, si on revient sur la diapo de l'accompagnement, entre la phase de dépôt et la phase de démarrage de l'accompagnement, il faut compter environ 5 semaines. Donc voilà, le dépôt d'une candidature Jump fin septembre pour un dépôt fin octobre, ça risque d'être un peu court. À moins qu'on soit vraiment sur une relecture finale qui ne nécessiterait que quelques heures d'accompagnement. Mais voilà, ça me paraît très court, sauf encore une fois fignolage de la candidature. Est-ce que vous avez des questions suite à la présentation des modalités d'accompagnement par le dispositif Jump Europe? Encore une fois, il n'y a pas de changement majeur par rapport à ce qui a été présenté en juillet, mais il nous a semblé utile de faire une petite session de rappel sur ces modalités.
Alors, pour ma part, effectivement, c'est juste d'avoir une... Alors, si c'est pour une relecture, dans ce cas-là, on pourra éventuellement échanger, Marie, en bilatéral sur ce qu'il est possible de faire. Encore une fois, sous réserve que le dispositif de candidature est bien ouvert la semaine prochaine. Dans ce cas-là, on pourra en reparler peut-être de manière bilatérale. Et donc, eh bien, je vais laisser la parole à Pinar Temel du cabinet Erdine, qui est donc le prestataire sélectionné pour vous accompagner sur le lot 2 de Jump Europe. Et donc, Pinar, je vous laisse prendre la main sur votre présentation. Oui, merci Zoé. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bien. Ouais. Peut-être passer à la diapo suivante pour vérifier que ça fonctionne bien. Ouais, je vais partager. Alors. Normalement, oui. Parfait. Alors, hop, cliquer. Alors, est-ce que vous voyez en plein écran? Oui, c'est parfait. Oui, très bien. Donc oui, bonjour à tous. Je suis Pinar Temel du cabinet Erdine. Je suis manager du pôle Europe au sein d'Erdine. Donc Erdine, c'est un cabinet de conseil spécialisé en innovation. Donc notre mission est d'éclairer vos choix d'innovation pour imaginer et bâtir le monde de demain. Notre offre est regroupée en 3 catégories, donc Anticipate, Act, SS. Donc il s'agit d'élaborer des stratégies, de réaliser des études de marché, des études stratégiques de filière, de prospective, d'accompagner le montage et le management des projets collaboratifs et d'évaluer les réalisations, donc évaluer les politiques publiques de recherche et d'innovation, d'expertiser des projets de R&D. Erdine, c'est un cabinet qui existe depuis plus de 35 ans maintenant. Nous allons fêter nos 40e année l'année prochaine. Donc, nous avons une large couverture sectorielle. Nous intervenons quasiment dans tous les secteurs d'activité. Nous avons 31 de consultants. Notre siège est à Paris, mais nous sommes présents également dans plusieurs villes en France. Nous avons également une société filiale basée aux États-Unis. Nous avons bien sûr un professionnalisme reconnu. Donc, nous avons l'agrément CIR, un certificat de qualité au PQCM. Nous sommes référencés comme experts auprès de la BPI France, de la Commission européenne, donc de plusieurs acteurs de financement, et nous sommes également reconnus comme organisme de formation. Nos valeurs sont les suivantes, donc honnêteté intellectuelle, respect des engagements, agilité, esprit d'équipe, équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Ensuite, nos clients sont l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Donc, nous travaillons avec les entreprises, bien sûr, des startups jusqu'aux grands groupes, avec le monde académique, donc les universités, les centres de recherche, les structures d'interface, donc les pôles de compétitivité, les incubateurs, les clusters, les SAT, les instituts Carnot, donc tout cet écosystème qui accompagne également les acteurs de recherche et d'innovation, et puis les pouvoirs publics. Donc, la slide suivante, c'est une illustration justement de nos clients dans ces 4 catégories. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive, donc ces forces de l'innovation nous font confiance depuis très longtemps. Donc, plus précisément, sur les projets européens, nous avons une équipe spécialisée dans l'accompagnement des projets européens. Aujourd'hui, cette équipe est constituée de plus de 10 personnes, experts donc, dans l'accompagnement des projets. Donc, nous avons soutenu le montant de plus de 100 projets européens ces dernières années, avec un taux de succès de 45%. Nous participons au projet en tant que partenaire ou sous-traitant pour soutenir le management de ces projets donc collaboratifs complexes en général qui réunit beaucoup d'acteurs. Et donc, nous avons soutenu plus de 20 projets européens et nous avons actuellement 10 projets européens en cours et nous avons 3 nouveaux projets qui démarrent d'ici la fin de l'année. Erdine était également coordinateur de 2 projets européens. Comme ça a été présenté par Zoé, c'était des projets de type CSA, donc de Coordination and Support Action. C'était des grandes études en fait pour la Commission européenne. Et donc, nous avons également cette expertise de coordinateur de projets européens.
Nous participons également au projet en tant que partenaire ou sous-traitant pour apporter notre expertise innovation. Donc là, il s'agit de réaliser plutôt des études de marché, des études de valorisation, de business plan, donc en fonction aussi de la maturité des projets, notamment par exemple pour les Innovation Action, comme présenté par Zoé. Nous réalisons également des études pour les acteurs financeurs ou des pouvoirs publics au niveau européen, donc par exemple le Parlement européen, l'association COST, effectivement, on les connaît très bien. Et nous organisons également en amont donc des formations, de la veille sur les appels à projets, des études d'opportunités, des ateliers. Donc, notre expertise, bien sûr, ça couvre le programme Horizon Europe, mais pas que. Nous intervenons également sur d'autres programmes, en tout cas, donc l'objet de ce lot du dispositif Jump Europe. Donc, pour résumer un petit peu, notre accompagnement va en fait de l'idée jusqu'à la fin des projets. Donc, cela inclut effectivement plusieurs choses. Identification des guichets de financement ou précisément l'appel à projet adapté pour le projet en question ou l'idée de projet. La recherche de partenaires, le montage de projet, bien sûr. Ensuite, une fois que le projet est retenu, il y a une phase de préparation de l'accord de subvention, donc de grant agreement, et puis la préparation aussi de consortium agreement. Ensuite, nous avons, donc, comme je le disais, le management de soutien au management des projets, réalisation des études technico-économiques et puis aussi le soutien aux actions de la communication, dissémination et exploitation des résultats des projets. Ce sont aussi des aspects très importants dans ces projets européens. Et puis en amont, comme je le disais, nous intervenons également pour réaliser de la veille pour nos clients sur des programmes de financement, sur les appels à projets. Nous réalisons des études d'opportunités et en fonction des besoins, également des formations, ateliers et webinaires. Et puis, avec d'autres équipes au sein d'Ardine, nous intervenons également pour évaluer les programmes. Nous participons à l'évaluation de certains programmes de financement et puis expertisons aussi les projets de R&D pour le compte de certains financeurs, par exemple des conseils régionaux ou d'autres, au BPI France. Donc, notre équipe réunit plusieurs profils complémentaires pour un accompagnement personnalisé donc pour chaque projet. Donc, nous avons des experts des financements européens. Donc, à droite, vous voyez les experts européens d'Ardine, mais également les experts de nos partenaires, donc groupe GAC et le cabinet Access Development, qui sont donc nos partenaires sous-traitants dans cet accord cadre qui vont intervenir avec nous en fonction donc du programme en question. Et puis, nous avons également des experts thématiques, donc des personnes qui ont un bagage scientifique et une expertise sectorielle. Donc, voilà, santé, énergie, mobilité numérique, etc. Et donc, en fonction du secteur et de la thématique du projet, ils interviennent également auprès des experts Europe pour notamment soutenir les aspects, voilà, plutôt marché, la partie impact, un business plan, études de valorisation, etc. Ensuite, donc plus précisément, notre intervention dans le cadre du dispositif Jump Europe. Donc, notre objectif est clair, bien sûr, c'est de donner les meilleures chances de succès à votre dossier dans un contexte très, très compétitif. Et donc, cette intervention peut comprendre plusieurs actions. Donc, vérifier la cohérence du projet avec les attentes de la Commission européenne, animer la démarche du montage du dossier, soutenir plutôt le coordinateur dans l'animation de cette démarche, assister à la préparation du dossier, bien sûr, donc du dossier technique, mais également les parties non techniques du dossier, apporter également, bien sûr, notre regard critique et soutien sur le fond du dossier, et puis également soutenir, selon les besoins, les parties administratives et financières. Donc, je vais détailler un petit peu chacun de ces points. Donc, pour la première étape qui consiste à vérifier bien la cohérence du projet avec les attentes de la Commission européenne. Donc, comme vous savez, chaque projet doit répondre à un appel à projet précis qui a un certain nombre d'exigences. Et donc, voilà, c'est très important de cocher toutes les cases et de répondre à ces attentes. Donc, on va apporter notre analyse, expertise et nous allons identifier donc les forces et faiblesses de votre projet. Et à partir de cette analyse et nos discussions, nous allons également
également donc, proposer un plan d'action pour la suite. Et cette plan d'action peut également comprendre une recherche de partenaires, donc en fonction des exigences, attentes de la commission. Comme disait aussi Zoé, donc il faut minimum 3 partenaires, mais c'est rarement le cas. Effectivement, il faut toujours aller au-delà. Parfois, le call peut également exiger qu'il y ait une collaboration internationale, donc des partenaires peut-être de l'Inde, de la Chine, des États-Unis, etc. Donc voilà, on va analyser tout ça ensemble et ensuite avancer. Ensuite, donc, ouais. Notre intervention peut également comprendre un soutien à l'animation de la démarche pour des projets notamment voilà, collaboratifs très complexes qui réunissent beaucoup de partenaires. C'est très important de définir un plan de travail et un rétro-planning et mobiliser les partenaires. Et donc là aussi, comme je disais, il y a un appel à projet et il y a une date limite de soumission, évidemment, qui n'est pas flexible. Et donc, il faut animer le consortium et impliquer les partenaires pour construire un dossier solide collectivement. Donc, nous pouvons voilà, soutenir le coordinateur dans cette démarche, organiser des réunions de consortium, des points de coordination réguliers et suivre l'avancement des actions. Ensuite, donc, pour la partie, pour la préparation du dossier en tant que tel, la partie technique, donc là, c'est un exemple pour un projet Horizon Europe. La partie B, donc le document principal du dossier, il y a donc plusieurs parties, excellence, impact et implémentation. Et les informations techniques se trouvent dans la partie excellence et l'implémentation. Et donc là, notre rôle pourrait être pour la partie excellence, donc de vous aider à définir vos objectifs, les objectifs SMART du projet, de mettre en relief donc l'ambition du projet par rapport aussi à l'appel à projet, aux exigences de l'appel à projet, et de vous accompagner dans cette storytelling aussi, à travers donc plusieurs relectures critiques et éco-construction de la rédaction. Donc l'objectif est aussi de capter l'attention des évaluateurs, de faciliter sa lecture et sa compréhension. Mais ce n'est pas uniquement donc des conseils sur la forme, c'est aussi un regard critique sur le fond et donc sur votre projet. Et puis la partie implémentation, nous avons notamment la description des work packages. Donc là, en amont, nous pouvons vous conseiller dans la structuration de votre projet, la structuration du work plan, donc des work packages, et puis ensuite vérification de la cohérence de l'ensemble de ces éléments, le planning, les livrables, les milestones, les risques du projet, etc. Et puis donc, nous réalisons plusieurs relectures critiques là aussi pour améliorer le texte, la rédaction. Ensuite, pour la partie non technique, donc la partie impact, là aussi, c'est un critère très important. Donc, chaque partie correspond à un critère d'évaluation. Donc, la partie impact, c'est aussi un critère d'évaluation. En général, sur cette partie, les intervenants techniques sont moins à l'aise. Donc, là aussi, on a un soutien important. Nous allons, donc, clarifions au début, bien sûr, les attentes de la commission. Donc, nous avons toujours une partie dédiée expected outcome, par exemple, pour Horizon Europe, là où il faut bien comprendre les attentes de la commission en termes aussi d'impact du projet. Et donc, pour la préparation de cette partie, nous collectons des informations auprès des partenaires, nous animons des séances de travail. Pour des projets complexes, c'est toujours bien d'impliquer aussi des partenaires pour le brainstorming et identifier bien comment on répond à ces résultats attendus, mais aussi aux impacts à plus moyen et long terme. Ensuite, nous réalisons nous-mêmes des recherches d'informations sur le marché, sur la chaîne de valeur, donc selon le sujet du projet. Nous apportons notre propre connaissance des politiques européennes et proposons une première rédaction de cette partie où le coordinateur rédige une première version et ensuite nous travaillons ensemble. Donc, à travers plusieurs itérations, nous finalisons la rédaction de cette partie. Et enfin, je crois que
dernière partie, voilà, la partie plutôt administrative et financière. Donc, dans chaque programme, pour chaque dossier, il y a une partie également financière et administrative et financière. Et donc, là aussi, c'est important de collecter toutes les informations auprès des partenaires, les vérifier, consolider. Et donc, là, nous intervenons également comme un peu en mode help desk, nous répondons aux questions. Pour certains programmes, il peut y avoir des critères d'éligibilité un peu particuliers, comme par exemple le Fonds européen de défense ou Digital Europe, où il y a voilà, un aspect autonomie de l'Europe. Il faut, par exemple, les entités ne doivent pas avoir un contrôle non européen. Et donc, il peut y avoir voilà, des aspects un peu particuliers. Là, nous apportons notre expertise. Et puis, nous soutenons, le cas échéant aussi, la soumission du dossier sur le portail de la Commission. Voilà, je crois que c'est tout de mon côté. Bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Pinar. Je me permets de faire remonter une question Mhm. posée par Ludovic Couturier. Donc, il arrive que nous signions un accord de confidentialité avec le porteur de projet. Comment conjuguer les obligations de cette convention et l'accompagnement Jump Europe? Donc, finalement, comment est-ce que vous gérez l'aspect confidentialité sur les projets que vous accompagnez? Nous signons également des accords de confidentialité. Donc, dès que le porteur de projet, les partenaires l'exigent, nous sommes d'accord et même nous conseillons dès le début, en fait, de nos échanges de le signer. Il y a des cas où ce n'est pas demandé forcément, mais nous sommes de toute façon voilà, tenus par des règles de confidentialité. C'est voilà, dans les documents contractuels voilà, signés, dans l'accord cadre. Nous-mêmes, les salariés, c'est dans nos contrats, etc. Donc, nous sommes tenus par cet engagement de confidentialité, puis nous conseillons nous-mêmes de signer rapidement un NDA, comme ça, voilà, tout est clair et propre. Ça marche, merci. Il y avait également une question, donc pour repréciser, Jump Europe, c'est bien pour si vous souhaitez vous positionner en tant que coordinateur ou comme porteur. Vraiment, les deux options sont possibles. Et là, moi, un petit peu plus tôt dans ma présentation, on a fait un focus sur Interreg, Horizon Europe, Europe numérique et Eurocluster, mais il y a évidemment d'autres programmes qui sont éligibles et que Pinar a cité dans sa présentation. Donc Eurostars, par exemple, qui soutient spécifiquement les PME innovantes, ou le Fonds européen de défense, qui sont aussi éligibles, sur lesquels je ne suis pas revenue parce qu'ils sont plus confidentiels, mais enfin confidentiels dans le sens qui concerne un peu moins d'acteurs, mais ils sont tout à fait éligibles. Donc voilà, si vous avez un programme en tête, mais si vous n'êtes pas sûr de son éligibilité à Jump Europe, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous poser la question. Voilà, ça reste vaste, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Par rapport à la description que vous venez de faire des accompagnements, l'enveloppe Jump permet de faire quoi? Pas tout cela. Pas tout cela, malheureusement. Ça dépend vraiment des besoins. Enfin, allez-y, Pinar, je vous laisse Oui, tout à développer. fait. Donc, c'est effectivement tout l'objectif de la première étape, l'analyse et le plan d'action, en fait. Le plan d'action, nous allons apporter donc notre analyse de votre projet, les points faibles, les forces, etc. Et à partir de là, nous vous proposons un accompagnement, mais nous allons également écouter votre besoin. Peut-être vous vous sentez très à l'aise sur la partie technique, mais pas assez sur l'impact, ou vous souhaitez voilà, un soutien sur la partie financière. Donc, ça va dépendre aussi de vos attentes, de vos besoins d'accompagnement. Et donc, ce sera une décision qui sera faite ensemble. L'idée, c'était de vous montrer ici un panorama de l'expertise d'Erdine. Mais après, évidemment, ça dépend de vos besoins. S'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on passe à la partie suivante de la présentation. Donc, je vais à nouveau charger ma présentation. Donc, après avoir parlé des programmes, après avoir parlé donc des modalités de fonctionnement de Jump Europe et de l'accompagnement qui peut vous être apporté, il nous a semblé intéressant de faire intervenir 2 porteurs de projets normands qui ont été lauréats de plusieurs de ces programmes, notamment Horizon Europe et Interreg,
pour que voilà, ils puissent vous donner leur retour de qu'est-ce que ça veut dire de participer à ce type de programme, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça comporte également comme difficulté. Et donc voilà, je vais leur donner la parole dès que j'aurai retrouvé la diapo qui va bien, excusez-moi. Si je peux faire ça, ce serait peut-être plus rapide. Hop. Ouais, je vais faire ça. Voilà. Super. Et donc, je vais donner la parole à Guillaume Lebouteiller de Naturplast. Guillaume. Je suis là, bonjour. Bonjour tout le monde. Super. Bonjour Guillaume. Est-ce que du coup, vous pouvez prendre la main sur la Ouais, présentation? c'est parti. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfait. Oui. Ouais, c'est bon? C'est parfait. En mode écran comme il... Oui. Ouais, c'est en ok. plein écran. Bah, super. Donc bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous. Merci Zoé d'avoir invité à ce webinaire pour présenter notre expérience. Donc nous chez Naturplast, donc on est basé à Mondeville, hein, donc dans l'agglomération de Caen. On vient de déménager, avant on était sur Rif, donc toujours sur Caen. On a déménagé début de cette année. Ça fait une petite quinzaine d'années qu'on existe maintenant. C'est le slide. Un peu plus de 15 ans, pardon, qu'on existe aujourd'hui. Donc moi, je suis le directeur général adjoint de l'entreprise. Sachant que j'ai également des fonctions techniques et qui m'ont amené et m'amènent toujours à participer aux projets collaboratifs dont on parle depuis tout à l'heure. Donc très rapidement, Naturplast, donc comme je le disais, on existe depuis un peu plus de 15 ans. On est une petite PME, une petite quinzaine de personnes. On est spécialisé dans ce qu'on appelle les bioplastiques. Donc ça va être tous les polymères qui vont être fabriqués à partir de ressources végétales et qui pour certains sont biodégradables et compostables. Donc on a différents métiers en interne qui sont donc, globalement, on accompagne les industriels à trouver des solutions de substitution des matières, on va dire, plastiques conventionnelles par ces nouveaux types de plastique. Donc ça passe par de la vente de petites billes, des petits granulés de matière plastique en fait, hein, qui sont transformés ensuite en différents produits par des plasturgistes. Donc une activité de distribution de ces matériaux qui sont fabriqués tout autour de la planète aujourd'hui. On a une activité de service, en organisme de formation, on est capable de réaliser des études, de veille de benchmark, bref, d'accompagner nos clients sur différents aspects du projet, des projets. On a une activité annexe qui traite de la valorisation de coproduits. Donc, on travaille à la valorisation de différentes biomasses, notamment au niveau local. En Normandie, on a tout ce qui va être lié à la mer, les coquillages, les algues, qu'on est capable de traiter, broyer chez nous pour réincorporer ça derrière dans différents polymères. Ça peut être des produits agricoles issus de l'industrie agroalimentaire également. Et notre principale activité aujourd'hui est celle pour laquelle on intègre en général les différents projets européens auxquels on participe. C'est notre activité de recherche et développement, euh, sur laquelle finalement on fait du sur-mesure pour nos clients. Globalement, j'ai un client qui vient me voir, qui me dit je veux faire une coque de téléphone, un pare-choc de voiture ou je ne sais quoi, avec tel cahier des charges, telle propriété. Charge à nous de développer le bon mélange, la bonne recette, la bonne formulation pour trouver les bonnes propriétés que l'application nécessite. Et donc, c'est souvent sur ce type de mission, disons, d'action qu'on vient nous voir et qu'on participe à ces différents projets. Donc ici, je vous ai fait une petite liste des différents projets auxquels on participe aujourd'hui et auxquels on a pu participer dans les années précédentes. Donc pour nous, historiquement, la participation au projet européen, le tout premier projet a commencé, c'était début 2012, donc c'est un peu plus de 10 ans maintenant. C'était un projet du FP7, donc c'était avant Horizon 2020, donc c'était la fin de programmation FP7, qui nous a mis le pied à l'étrier dans ce système, disons. Alors
On n'a pas inventé tout seul ce projet, hein, finalement, parce qu'on est venu nous chercher. On était une structure qui était encore beaucoup plus petite à l'époque. On est venu nous chercher parce qu'il y avait besoin d'une PME française. Donc, des fois, il y a des exigences aussi d'avoir un certain nombre de PME dans les consortiums qui sont montés, d'avoir différents pays de représenter. Donc, aller chercher une PME française qui était capable d'aller réaliser des mélanges de bioplastique. Donc, on nous a contactés. On ne connaissait pas forcément vraiment ce que ça représentait d'aller sur des projets européens de ce type-là. Donc, on a découvert ça. Donc, c'est le projet Succipac qui a duré 3 ans derrière et qui nous a mis le pied à l'étrier. Donc, depuis, comme vous pouvez le voir, bah, ça fait 10 ans, mais on a quasiment participé à une vingtaine de projets collaboratifs. Alors, ça peut, pour ceux qui connaissent, ça peut paraître beaucoup, vu la taille de notre équipe, effectivement. Mais ce qu'il faut savoir, alors je ne vous ai pas présenté l'équipe, les personnes étaient en photo, mais on est une équipe sur la partie recherche et développement et production, qui sont les parties impliquées dans ces projets-là. On est une dizaine de personnes sur la petite quinzaine que comporte l'équipe de Naturplast aujourd'hui. Donc, je dirais, on est vraiment tourné vers cette activité-là, et notamment avec 5 chefs de projet R&D qui sont en charge du suivi et du déroulé de ces projets chez nous. Donc ici, je vous ai fait une liste. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail sur tous les projets, bien sûr, hein, mais on voit, je vais essayer de vous représenter un petit peu les types de projets sur lesquels on peut travailler. Nous, notre secteur plastique, en fait, il y en a partout aujourd'hui, comme vous le savez, hein, et donc on veut remplacer ça par des bioplastiques un peu tout le temps. Donc, on est aussi bien intégré dans des projets de production de polymères à partir de ressources, on va dire, un petit peu atypiques. On va voir ça sur les projets que je vais vous détailler par la suite. On est aussi intégré dans des projets de création de réseaux, donc les calls CSA, je crois que c'est ça, vous citiez tout à l'heure. Donc, on a 2 projets de ce type-là à l'heure actuelle chez nous. Des projets de développement de formulations diverses et variées pour des applications. Ça peut être de l'emballage alimentaire, ça peut être des composites qui résistent au feu pour les transports. Voilà, donc c'est vraiment très très large. Et qu'est-ce qu'on vient faire dans ces projets-là, nous? Alors, on n'est pas porteur de ces projets, hein. Clairement, vu notre dimensionnement et ce que ça impliquerait derrière, on n'est pas porteur. En général, comment ça se passe? Les consortiums sont en train de se monter, réfléchissent au projet, et derrière, nous, on commence à être bien identifiés sur ces thématiques-là, du fait de la participation à plusieurs projets de manière consécutive, comme je vous le présente depuis tout à l'heure. Et donc, on nous trouve assez facilement, en fait, pour venir nous chercher sur ces thématiques-là. Donc, globalement, quand des appels à projets nous concernent notre secteur, il n'est pas rare que sur le même call, on soit sollicité par 3 ou 4 consortiums qui viennent nous demander est-ce que tu veux venir travailler avec nous, monter le projet, ainsi de suite, sur telle ou telle tâche qui te seront attribuées. Donc, on est partenaire de ce type de projet-là, parfois leader de work package ou leader de tâches, donc avec une responsabilité un peu plus grande qu'un partenaire, on va dire, classique. Donc ça, on est capable de le faire également. Et donc, très majoritairement, ça va être développer des formulations, développer des nouveaux produits, s'assurer que les prototypages soient faits correctement, et puis tout ce que ça implique au niveau du reporting, parce qu'effectivement, c'est aussi un des principaux challenges. Je résume tout ça à la fin, mais un des principaux challenges de la participation à ce type de projet. Donc, on a aujourd'hui des projets qui sont aussi bien des projets Interreg, alors qu'ils ne sont pas cités ici dans la liste des 7, parce que le dernier s'est terminé cette année, mais on a participé à des projets Interreg Europe Nord-Ouest et avant les Interreg qui s'appelaient Transmanche. Il y avait encore le Royaume-Uni qui était éligible. Je pense que c'est l'Amérique du Nord maintenant, quelque chose comme ça. On a dû être remplacé par ça. Sinon, on a des projets Horizon 2020 et des projets Horizon Europe, donc c'est sur la nouvelle programmation. Que ce soit en IA, RIA ou CSA, voilà, on est impliqué dans les 3 types de projets, donc avec des TRL un petit peu différents et des objectifs de mise sur le marché pour IA et RIA qui sont un petit peu différents. Je vais rentrer dans le détail, mais rapidement. Je pense que ce n'est pas forcément le but d'aller vous détailler ce qu'on fait exactement dans les projets, mais c'est plutôt pour vous donner la typologie de projet. Là, c'était le projet WAO, c'était un projet Northwest Europe, donc Europe du Nord-Ouest.
qui était coordonnée par une entreprise aux Pays-Bas. Donc, on était 12 partenaires de 6 pays différents. Les 6 pays de l'Europe Nord-Ouest étaient représentés dans ce projet-là. Un peu plus de 6 millions d'euros de budget sur un projet de 3 ans qui s'est déroulé en majorité pendant le Covid. Donc, on a eu le droit à une prolongation de quelques mois, voilà, pour terminer les différents travaux. Et ce projet-là, qu'est-ce qu'on allait faire dedans? On allait essayer de fabriquer un nouveau bioplastique à partir des boues et des eaux usées des stations d'épuration. Voilà. On ne travaille plus du tout sur le pétrole, on travaille sur une autre ressource avec la construction de pilotes industriels, donc avec un intérêt quand même assez haut. Donc nous, qu'est-ce qu'on faisait là-dedans? Une fois que les autres partenaires avaient produit les matériaux, on allait les tester chez nous et développer des formulations en vue d'une mise sur le marché. Interreg, donc c'est un des programmes accessibles. Voilà, pour ceux qui ont déjà participé à des programmes Interreg, il y a une exigence de reporting qui est un peu plus forte en fait que sur notamment les projets Horizon 2020 et Horizon Europe. C'est un mal pour un bien, on va dire, parce que ça permet de cadrer les pratiques au sein de l'entreprise, par exemple. Donc au niveau du reporting financier, les preuves qu'on doit apporter sur le temps passé sur le projet, sur les déplacements, sur les opérations de sous-traitance, des choses comme ça, donc qui sont, voilà, on peut être amené jusqu'à aller se prendre en photo dans les salles de réunion pour être certain que la personne était bien présente. Voilà, des choses de ce type-là, donc faut pas oublier de prendre la photo aussi, ça peut vous poser des problèmes par la suite. Un autre projet qui ressemble beaucoup sur le principe, le projet Deep Purple, donc lui qui n'est pas terminé, c'est un projet Horizon 2020, mais dans le cadre des partenariats publics-privés. Donc là, c'est Biobase d'Industrie, le BBI. Ce sont des appels à... Zoé aura peut-être un peu plus de détails que moi sur la manière de fonctionner. Je ne pourrais pas trop vous le détailler vraiment dans le fonctionnement, mais ce sont des industriels et la Commission européenne qui mettent la main à la poche pour financer des projets qui sont sélectionnés sur des appels à projets spécifiques. Donc c'est toujours dans le cadre d'Horizon 2020. Il y a la même chose sur Horizon Europe, il me semble. Il y a le CBEGU, donc Circular Biobase Europe, sur laquelle on a été lauréat d'un projet également au début de cette année. Et donc là, le projet, c'est la même chose, fabriquer des bioplastiques à partir de déchets, à partir de déchets organiques, de différentes biomasses. Un projet assez important, quasiment 10 millions de budget, donc c'est quand même assez important pour ce type de projet. 14 partenaires qui sont répartis dans toute l'Europe, et là, de la même manière, on réalise des opérations de recherche, développement et de formulation. Le dernier projet dont je voulais vous parler, qui est différent pour nous, parce que jusqu'à maintenant, on était vraiment des actions, on va dire, les mains dans le cambouis. On réalise des objets, des formulations, ainsi de suite. Là, c'est le projet BioRural qui a été accepté, qui a débuté l'année dernière, il y a un an maintenant, septembre 2022, qui est un projet Horizon Europe CSA, qui a pour but donc d'accélérer l'intégration de produits biosourcés et de créer un réseau en fait, au niveau européen de la bioéconomie rurale. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans, nous typiquement, on a 2 projets un peu de ce type-là qui sont en cours actuellement, mais nous, c'est pour, on va dire, témoigner, c'est plus une participation en tant que témoignage de qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut faire, entre guillemets, pour que ça fonctionne, d'aller valoriser de la biomasse au niveau local et de lancer des projets au niveau local sur de la bioéconomie. Donc, nous, sur notre partie utilisation des biomasses et du biosourcé, mais le projet est très, très vaste. Ça peut être des projets dans la foresterie, dans l'agriculture de manière générale, ainsi de suite. Voilà, il y a plein de choses différentes qui sont faites, qui sont traitées ici. Et donc, c'est un projet, 19 partenaires, quasiment de 19 pays différents, donc on couvre quasiment toute la surface européenne. Mais là, comme il n'y a pas de travail, il n'y a pas de développement technique, disons, on est sur des budgets qui sont beaucoup plus faibles. Donc, c'est un travail différent qui n'est pas inintéressant du tout. Ça permet vraiment de voir des choses un petit peu différentes. Alors, pour résumer, effectivement, participer à ces différents projets, surtout quand il y en a plusieurs en même temps, il y a différents challenges à relever, notamment le montage du projet en tant que tel, mais c'est l'objet de Jump Europe, d'accompagner
les entreprises à ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais, nous, les projets auxquels on participe, on a, je dirais, un taux de réussite aux alentours d'un tiers, à peu près, 1 sur 3, donc ce qui n'est pas trop mal. Et aujourd'hui, il y a, je dirais, la quasi-totalité des projets qui sont acceptés sont des projets qui ont été accompagnés par des cabinets, en fait, hein. Que ce soit en France ou ailleurs en Europe. C'est difficile de s'improviser pour monter des projets de ce type, hein, quand on doit coordonner 19 partenaires, par exemple, quasiment de plus d'une quinzaine de pays différents. Voilà, ça ne s'improvise pas, je pense, et c'est très concurrentiel surtout aussi. Euh, voilà, les appels à projets où il n'y a que 1, 2 ou 3 projets qui sont lauréats sur 15, 20, 30 projets qui sont déposés. Donc c'est quand même parfois assez compliqué. Donc le montage de projet, alors après ça dépend ce que vous demandez et votre position dans le consortium, mais ça peut prendre du temps, effectivement. Je sais que chez nous en interne, au niveau de l'organisation, on a à minima une personne qui est dédiée. On essaie de traiter les projets en général à 2. Sur le montage, alors c'est pas à 2 en temps plein, hein, bien sûr, hein, mais c'est quelques heures par-ci par-là en fonction des activités qu'on nous demande, mais et voilà, il faut pouvoir déléguer du temps à ça, sachant que derrière, il y a pas, la réussite n'est pas automatique, hein, très très clairement. Et l'autre gros challenge qu'on a pu identifier au cours des années, c'est vraiment les exigences de reporting qui peuvent un peu bousculer les habitudes d'une PME, où tout le monde fait un peu tout, hein. Je pense que ceux qui ont été dans le cas savent de quoi je parle. On touche un peu tous à tout. Et du coup, faut cadrer un peu mieux l'organisation et mettre en place des process de reporting pour être efficace, pas perdre du temps, pas oublier de déclarer des coûts qui étaient éligibles. Ça peut arriver, ça nous est déjà arrivé, ça nous arrive encore. De ne pas déclarer des coûts qui ne sont pas éligibles. Donc ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire non plus. Voilà, les gros avantages que nous on voit à ça, c'est pas pour rien si on a participé à quasiment une vingtaine de projets de ce type depuis 10 ans maintenant, c'est que ça permet, c'est un outil de financement d'innovation qui est vraiment extrêmement puissant aujourd'hui, hein. Ça permet de travailler sur des sujets sur lesquels on n'aurait jamais mis le doigt aujourd'hui. Ça permet d'apporter beaucoup de visibilité à l'entreprise. Donc, ces projets-là sont publics, les résultats. Tous les résultats ne sont pas publiés, mais il y a une obligation de publication de certains résultats et de communiquer de toute façon sur le déroulé du projet, donc qui fait que ça apporte de la visibilité à l'échelle européenne, voire plus loin sur ce type de projet, sur l'activité de l'entreprise en tout cas. Et surtout, ça permet de créer un réseau au niveau international qui est très important, parce que quand on travaille 3-4 ans avec la même personne, forcément ça crée des liens. Plusieurs projets sur lesquels on travaille aujourd'hui sont des suites de projets qui ont déjà été menés auparavant. Donc des consortiums qui se retrouvent, pas forcément avec tous les mêmes partenaires, mais qui se disent on aimerait bien prolonger la thématique sur voilà. Donc est-ce que tu veux toujours en faire partie? Étudie les propositions. Donc nous, voilà, très très sincèrement, on n'y voit que du positif, hein. C'est pas pour rien qu'on continue là-dedans encore aujourd'hui. Et l'autre avantage qu'on a, c'est quand on s'engage sur un projet, donc là, il faut s'engager à réaliser les travaux auxquels on est censé faire sur des périodes assez longues, 3-4 ans, donc mine de rien, ça porte de la visibilité sur l'activité de l'entreprise et sur la charge de travail. Et nous, depuis le début de cette activité, alors ça nous a permis l'embauche ou le maintien de 6 postes au niveau recherche et développement. C'est-à-dire quasiment la moitié de l'équipe qui est issue des travaux sur ces projets-là. Donc, voilà. Je pense avoir fait le tour de mon côté. Si vous avez des questions, il n'y a pas de... je serais ravi d'y répondre. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience, Guillaume. Moi, j'avais trouvé intéressant d'entendre votre retour au-delà de votre thématique, de votre expertise,
qui pourrait relever aussi du lot 1 de Jump Europe, donc sur les aspects transition. C'était votre approche en fait et votre portefeuille de projet et l'expérience justement de retour sur des programmes qui relèvent aussi du lot 2 et notamment Horizon Europe. Et notamment, donc, vous mentionniez le programme Bio-Based Industry Europe qui s'appelle maintenant Circular, Circular Europe. Bref, Circular Bio-Based Europe. voilà, Circular Bio-Based Europe. J'ai confondé le B et le E, la place du B et du E, qui sont en effet des partenariats, comme je l'évoquais au début, qui associent à la fois Commission européenne et grands acteurs industriels et académiques d'un secteur qui viennent tous les deux financer un programme et le programme lance ses propres appels. Et d'ailleurs, sur ce sujet des industries biosourcées, on est en lien avec le ministère de la Recherche pour organiser un infodé en Normandie, peut-être en début d'année prochaine, mais ça, on en reparlera plus tard. Moi, ce qui m'a semblé vraiment intéressant dans votre présentation, donc c'est d'abord ce rappel qu'en effet, le taux de succès est bas. Et alors, vous, il est bon parce que vous avez l'habitude, vous avez vos réseaux, mais en moyenne, le taux de succès d'Horizon Europe, c'est 15%. Donc voilà, il faut l'avoir en tête. C'est pour ça qu'on met en place Jump Europe aussi. Et je retiens aussi donc l'importance finalement de mettre le pied dans la porte, parce qu'une fois qu'on a le pied dans la porte, on arrive à retrouver des consortia qui se montent. Et puis au bout d'un moment, quand on acquiert suffisamment d'expérience et de visibilité, on vient vous chercher. Mais en fait, il faut y aller, quoi. Au bout d'un Ouais, je moment, pense que c'est le plus important, franchir. vraiment, c'est ça. Ouais. C'est clairement ça. Une fois qu'on est dedans, je pense qu'on se rend compte, si le projet se passe bien, si, hein, on se rend compte des avantages pour l'entreprise, pour le développement de l'entreprise. Et derrière, voilà, il faut pas avoir peur de se lancer, je pense. Faut pouvoir y mettre un peu de moyens. Oui, voilà, c'est ça. C'est la contrepartie. Disant, mais Et oui, une fois qu'on a mis le pied dans la porte, effectivement, après, les oui. choses sont Alors, tout de c'est suite beaucoup plus justement simples. cette marche, c'est justement cette marche qu'il faut arriver à franchir. Et le reporting, élément très important en effet, parce que voilà, comme je l'indiquais un peu plus tôt, votre l'implication, si vous souhaitez vous positionner sur Jump, votre implication sur le montage du projet est vraiment cruciale parce que du coup, si le projet est retenu après, il faudra pouvoir participer à la vie du projet et notamment sur ces obligations de reporting qui sont très importantes. Et là, pour le coup, personne ne pourra le faire à votre place, quoi. Donc ça, c'est aussi un retour d'expérience important. Je ne vois pas de questions dans le chat. Je ne sais pas si ça en appelle ou si on passe au retour d'expérience suivant. Pour l'instant, c'est très calme. Du coup, encore Merci beaucoup à vous. merci, Guillaume. Et puis donc, je vais recharger ma présentation pour donner la parole à Ludovic Couturier de l'IDIT, l'Institut international du droit des transports et de la logistique. À moins que vous ne souhaitiez charger votre propre présentation, Ludovic. Qu'est-ce qui vous arrange? Moi, je l'ai sur ma... Allez-y sur la vôtre et Ouais. puis je pourrais la manipuler. Normalement, vous pouvez prendre la main. Ok. Mais après, encore une fois, si c'est pas évident, vous la chargez et puis voilà. Alors, hop, je reprends la bonne diapo. Voilà. Est-ce que vous pouvez prendre la main? Normalement, c'est en haut de votre écran. Alors, en haut de l'écran, j'imagine que c'est lever la main. Attendez. Non, c'est pas lever la main. Si vous l'avez pas, c'est comme vous voulez. Soit je passe les diapos, Ouais, soit vous passer les chargez la diapos, vôtre. Ok, Zoé, c'est bon. Ouais. ça marche. Ok, très bien. Alors bonjour Zoé, bonjour à tout le monde. Merci de me laisser la parole et de présenter notre retour d'expérience sur les projets européens. Si vous pouvez passer à la slide suivante, Zoé. Donc l'IDIT est une association qui a été créée, qui est un objet unique en France dans sa spécialisation et qui a été créée en 1969, basée à Rouen et qui est spécialisée dans les études en droit des transports, de la logistique et de la mobilité, alors qui s'inscrit évidemment soit dans un cadre national ou un cadre européen.
Actuellement, nous couvrons un certain nombre de compétences qui s'élargissent désormais aux nouvelles mobilités, donc à savoir notamment en particulier les véhicules autonomes, quel que soit le moyen de transport, mais également une partie nouvelles énergies, carburants alternatifs, qui est un sujet en devenir et qui mobilise beaucoup et qui a beaucoup d'impact, et surtout d'un point de vue réglementaire. Alors, nous rappelons toujours nos valeurs, c'est d'ailleurs, ça s'inscrit bien dans l'objet de recherche de notre activité. On maintient ces valeurs, quels que soient les projets, à savoir l'objectivité et surtout l'indépendance. On n'est pas là pour formaliser des recommandations au bénéfice soit d'un partenaire, du porteur ou de quelconque personne. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, nous avons une centaine de membres en tant qu'association, avec un ancrage vraiment assez représentatif sur les acteurs de la mobilité et de la supply chain. Nous avons à la fois des ports, des clusters, des organisations internationales, des laboratoires, des fédérations professionnelles. Depuis de nombreuses années, enfin quelques années maintenant, les industriels s'intéressent beaucoup à ces questions, bien qu'ils aient en partie externalisé leur supply chain et leur logistique. Et nous avons également donc des transporteurs, des avocats, donc des praticiens du droit qui étaient un petit peu nos membres initiaux, mais qu'on a réussi à ouvrir désormais. Et puis nous avons un certain nombre un réseau international de praticiens, que ce soit universitaires ou avocats, qui nous permettent de réaliser des études de droit comparé sur les sujets qui nous occupent dans les projets dans lesquels nous sommes partenaires. Nous avons des membres de droit, l'Université de Rouen, Neoma, Logistique Seine Normandie, Aropaport et également la région Normandie qui nous accompagne depuis de nombreuses années. Zoé, merci beaucoup. Donc, à l'instar de la présentation précédente, je vous donne un exemple des projets par thème sur lesquels nous sommes positionnés et qui correspondent en fait aux compétences que je vous ai citées précédemment. Donc, en particulier des projets autour des carburants alternatifs, mais surtout depuis quelques années, 5-6 ans maintenant, des travaux réguliers sur l'hydrogène, le déploiement de l'hydrogène, la mise en place de solutions hydrogène, le risque management, les circuits courts, l'autonomie des véhicules, l'intermodalité et puis un travail sur la blockchain également, une compétence particulière et également des compétences sur la data governance, donc sur les problématiques posées par les échanges et la collecte et puis l'analyse des données. À ce titre-là, vous voyez un certain nombre de projets. Certains sont des projets nationaux. Je pense à RiskLog sur Risk Management, qui est un projet qui est financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, les autres étant des projets européens ou des projets Interreg. Donc, actuellement, nous avons une équipe de 9 personnes, donc essentiellement des juristes, des chercheurs. Certains ont un doctorat en droit, d'autres sont en cours justement profitent d'un projet européen pour financer une thèse. Je pense en particulier sur le bateau autonome, une thèse qui nous a été confiée dans le cadre du projet Autobarge et qui nous permet en fait de financer un jeune chercheur. Et puis d'autres projets assez larges, mais évidemment toujours centrés sur le pôle ou le cluster mobilité au sens large. Il nous est apparu même essentiel d'avoir une activité dans le cadre des projets européens. Nous sommes un centre, même si nous sommes une association, nous sommes tout de même un centre de recherche. 80% de notre activité est liée de près ou de loin à des projets de recherche et d'innovation. Et donc, il nous est apparu important, même si c'était un challenge, pour de s'intégrer et, comme le disait l'intervenant précédent, vraiment essayer de mettre le pied dans la porte pour ensuite travailler de manière plus régulière et non pas par opportunité à des projets européens. Si Zoé, vous pouvez passer là. Merci beaucoup. Donc, 3 projets actuellement en cours, des projets Horizon Europe.
Donc, le premier, c'est un projet H2020, mais Marie Curie, donc qui finance des réseaux de chercheurs, et nous sommes superviseurs d'une des thèses. Alors, c'est un projet qui couvre, qui finance un réseau de 15 doctorants sur toute, je dirais sur une, je vous ai pas mis le nombre de pays, il y a une dizaine de pays qui sont concernés, dont aussi des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, en particulier la Norvège qui participe à ce projet. Et donc, ce sont des chercheurs qui travaillent sur, je dirais, globalement les grands challenges autour de l'autonomie et du déploiement en fait de bateaux, donc la partie fluviale. Hein. Bateau, c'est pas des navires, donc c'est la partie fluviale du transport. Multi-Reload est un projet Horizon Europe, donc c'est des projets Innovation Action, ce qu'on a cité précédemment, donc qui s'appelle Multi-Reload, donc on travaille sur la multimodalité et en particulier sur le déploiement de nouvelles solutions de report modal entre le mode fluvial et le mode ferroviaire, voire le mode routier vers le mode ferroviaire, le tout sur le corridor Rhin-Danube, puisque le porteur de ce projet, qui est un projet assez important, est le port de Duisbourg. Donc, il a idem une vingtaine de partenaires d'une douzaine de pays, avec aussi là un pays en dehors de l'Union européenne qui est la Serbie, qui est traversée en fait par le Danube. Le troisième projet est toujours dans le transport fluvial. Ça, c'est toujours sur le bateau autonome. Là, c'est un projet plus important, donc dans lequel nous avons été intégrés avec Voies navigables de France, et nous travaillons sur les aspects juridiques du déploiement aussi des bateaux autonomes. Et nous accompagnerons en particulier les pilotes, les expérimentations qui vont avoir lieu dans le cadre du projet. C'est des projets, l'ensemble de ces projets sont des projets de 3 à 4 ans, qui nous permettent d'ailleurs d'avoir une visibilité certaine sur notre activité. L'idée ici, c'est vraiment, je pense en particulier au projet Seamless Multi-Reload, c'est un peu le même cas. Le taux de sélection, effectivement, sur ce type d'appel à projet, de call, est difficile. Hein. Par exemple, pour Seamless, le call ne sélectionnait qu'un seul projet dans toute l'Europe. Donc, on a eu cette chance d'être sélectionné, d'être intégré au bon projet. Mais bon, ça aurait pu être aussi le contraire. On a déposé... Alors, on a un bon taux de succès, j'espère qu'il va continuer. On a déposé 3 projets Horizon Europe et nous en avons obtenu 3. Donc, c'est un bon taux de succès, qui nous a permis aussi de voir, je vais vous l'expliquer un petit peu après, comment on s'y est pris. Et ce qui nous paraît important dans le cadre, si on initie en tout cas la participation en tant que partenaire à des projets européens. Vous pouvez, Zoé, merci. Alors là, c'est d'autres types de programmes. C'est des projets qui débutent là, qui sont tout récents. Nous sommes d'ailleurs en cours de contractualisation sur ces 2 projets qui ont été sélectionnés en avril dernier. Un projet qui s'appelle l'e-Hype sur le déploiement justement de solutions et d'inventorier en fait les potentiels d'usage et d'utilisation de l'hydrogène, et ce qui nous permettra ensuite de déterminer des simulations sur la production, sur les besoins en tant que tel d'hydrogène, et ensuite sur l'implémentation dans le cadre de stratégies régionales, notamment par les régions qui sont touchées qui font partie de la zone de North Sea Region, hein, qui est le nouveau, je dirais le nouveau programme, en tout cas dans lequel est intégrée la région Normandie. Et le deuxième projet, No Water 2.0, c'est Innovating Waterway. Donc là, le but étant d'implémenter un certain nombre, d'inventorier et d'implémenter un certain nombre d'innovations dans le domaine des transports, dans le transport fluvial, et notamment avec des expérimentations. Les 2 projets d'ailleurs ont de nombreux pilotes et expérimentations.
Donc, c'est aussi cet avantage-là. Notamment, ça permet aussi d'avoir un impact assez fort sur les régions qui sont touchées par ces projets. Et nous aurons un pilote, notamment avec l'utilisation d'un bateau à hydrogène sur le couloir de la Seine, enfin sur le corridor Seine. Zoé, vous pouvez passer. Merci beaucoup. Alors, on a inventorié un certain nombre de facteurs de succès. Bon, c'est évidemment notre approche, mais bon, je pense qu'elle peut être relativement partagée par ceux qui participent à ce type de projet. On ne voulait plus être, je dirais, être soumis à des opportunités de projet. On nous téléphone, vous voulez participer à tel et tel projet, oui ou non. Enfin bref, c'était assez bon, c'était efficace, mais ça nous permettait en tout cas difficilement de gérer les équipes et d'assurer une visibilité. Puisque en fait les projets en tant que tels, bon, parfois étaient sélectionnés ou pas, mais il fallait effectivement qu'on adapte en tout cas nos équipes et notre charge de travail de manière opportune, et c'était pas forcément le plus évident, d'où l'idée de mettre en place une stratégie avec le recrutement d'une chargée de projet européen qui ne fait que cela. C'est Najma Choubri qui est présente aujourd'hui et qui nous accompagne sur justement les aspects, la veille, l'analyse des appels à projets, c'est aussi important, et nous permet d'avoir vraiment je dirais une intégration plus régulière dans des réseaux, et de pouvoir saisir de manière sans doute plus fine les opportunités autour des appels à projets, des priorités des différents programmes. Donc, Najma Choubri c'est une stratégie qu'on a mis en place maintenant il y a 2 ans. Najma a remplacé quelqu'un qui était Marie Van Slow et qui est reparti en Australie, mais qui a débuté en tout cas la mise en place de sa stratégie. L'un des premiers travaux étant évidemment vraiment de dresser des fiches de compétences internes et voir par rapport aux appels à projets s'il fallait que l'on intègre d'autres compétences dans l'équipe. Mais ça nous paraissait essentiel parce que sinon, bon, je ne dirais pas que c'est voué à l'échec, mais je pense qu'il ne faut pas travestir ces compétences. Il faut vraiment cibler les appels à projets dans lesquels en fait on peut avoir un impact et être légitime par rapport à la thématique qui est soulevée par le challenge en tout cas qui est soulevé par l'appel à projet. Donc on réalise une veille. D'ailleurs, merci Zoé aussi parce que je crois que la région de Normandie nous aide bien au travers des veilles qu'elle assure auprès des différents calls, des différents programmes. Nous participons aussi à des événements, c'est aussi pas mal de le faire, notamment pour Interreg. Il y a des événements qui sont, mais aussi pour Horizon Europe, il y a de la présentation, mais il y a des événements aussi qui permettent je dirais de faire à la fois de découvrir des partenaires potentiels, mais générer éventuellement des idées et puis échanger sur les possibilités ou les programmes qui sont publiés. Intégration, nous, dans notre cas, je ne sais pas si c'est toujours valable pour d'autres secteurs d'activité, mais en tout cas, sur la mobilité, il existe un certain nombre de réseaux, de plateformes technologiques, des plateformes européennes, qui, elles, je pense à une question qui a été soulevée tout à l'heure, qui, elles aussi, participent clairement, et de manière transparente d'ailleurs, à la rédaction des appels à projets européens. Donc, ça regroupe le plus souvent des entreprises, des experts, des centres des laboratoires, des centres universitaires et autres. Je pense en particulier sur le domaine logistique, il y a le ALICE, qui est un organisme qui a je dirais, qui a pignon sur rue, si on peut dire ça comme ça, dans le domaine logistique au niveau européen, qui est une référence et dans lequel on est effectivement, nous sommes membres et nous participons régulièrement à des événements ou à des webinaires où on présente aussi parfois on fait un travail de présentation sur un certain nombre de thèmes, je sais pas, la multimodalité ou le véhicule autonome, on peut faire certaines présentations. Et ça, ce qui permet en fait de nous légitimer vis-à-vis de ces acteurs et évidemment indirectement ensuite auprès des acteurs
enfin des porteurs de projets et puis aussi de la Commission européenne qui sélectionne par la suite les projets. Au niveau du, j'ai signalé aussi portage, coordination de projet, nous ne sommes jamais porteurs ou coordinateurs de projet. On peut être leader de certains work packages, même si c'est plus difficile pour nous en termes de charge de travail. Mais en tout cas, nous n'avons pas les forces vives ou l'expérience, voire même en termes financiers aussi, ce sera très difficile actuellement de coordonner complètement des projets sans un apport financier ou un BFR assez plus important. Donc nous, les avantages et inconvénients que l'on a notés par rapport à ces différents programmes et notre participation, évidemment, ça a déjà été souligné, ça nous permet de capitaliser nos compétences, d'avoir une visibilité claire sur nos programmes et notre activité. Sachez que, par exemple, Horizon Europe, en fonction du budget dont vous disposez, le taux de financement est élevé, hein, il est de 100% sur les dépenses de personnel des partenaires. Il est de 60%, c'est déjà pas mal avec Interreg. Enfin, ça, c'est sur le programme Interreg North Sea Region. Ça nous permet de contribuer à une ouverture internationale de nos équipes, hein. On travaillait beaucoup, même si on a toujours eu des contacts à l'international. Là, on a vraiment l'impact projet sur justement ce qui permet cette ouverture est sans commune mesure avec ce qu'on pouvait faire auparavant. Le financement d'activités de recherche et d'innovation. Et puis surtout, je signale aussi, ça c'est pas forcément pour les centres de recherche, les entreprises aussi peuvent participer à ces projets et notamment permettre la mise en place, et là c'est plus de l'investissement, la mise en place de pilotes ou d'expérimentations. Donc ça peut être un accompagnement, une cible possible pour un certain nombre d'entreprises ou d'entités qui souhaiteraient s'intégrer dans des projets européens. Et puis, le terme démystifié peut-être un peu grandiloquent, mais c'est exact, hein. On n'imaginait pas qu'on puisse accéder à des projets au H2020 ou Horizon Europe, et finalement, au bout du compte, c'est possible. Donc, on a souvent souligné que les Français, notamment dans le domaine des transports, logistique, mobilité, étaient un peu à la ramasse, hein. Et ben, c'est pas le cas. On commence petit à petit à rejoindre en tout cas d'autres secteurs qui étaient beaucoup plus performants sur les projets européens. Alors le taux, les désavantages ou les inconvénients, évidemment, c'est le taux de sélection, hein. C'est Horizon Europe, contrairement à Interreg, ben, c'est à peu près environ, Zoé l'a souligné, 15% des dossiers qui sont sélectionnés. D'où l'intérêt, par expérience, de voir à peu près en fonction de la qualité du portage. Et je pense que là, c'est important que tous les projets soient accompagnés. Y aller avec un porteur qui n'a pas d'expérience ou qui n'est pas accompagné, je ne dirais pas que c'est voué à l'échec systématiquement, mais on le ressent dans le dossier, quoi. Il est fait trop rapidement, il manque la rédaction est un peu est pas adaptée, le consortium n'est pas suffisamment, on pointe pas vraiment les véritables compétences par rapport au challenge. Et donc voilà, donc c'est important ça rejoint un peu ce qu'on fait dans le domaine de la veille, c'est vraiment le prendre le plus en amont possible. C'est-à-dire que avant que le call soit publié, il faut vraiment en amont connaître le programme, analyser le programme des futurs calls. Vous l'avez, je ne sais plus, c'est assez long, il fait près de 500 pages, mais bon, vous pouvez le parcourir et de voir à peu près en fonction des mots-clés ce qui pourrait éventuellement vous intéresser. Mais aussi, il faut aussi avoir évidemment dans ce cas-là une démarche interne. Il ne faut pas ne voir les financements européens que par rapport à des opportunités de financement. Il faut vraiment que ça corresponde aussi à des compétences et à vraiment une volonté interne. Et puis, ça remet de patience parce que entre le moment où vous analysez les calls, je pense même à Interreg, les priorités, vous montez le consortium, vous le rédigez, etc. Et entre le moment où vous déposez la sélection et puis voir, allez, on va dire, les premières avances à notification, bah c'est quand même une période de 12 à 18 mois. Enfin,
à peu près 12 mois, si on peut le réduire un petit peu, mais il peut arriver que ça mette assez longtemps, d'où le point important, c'est le besoin de fonds de roulement, hein. Il faut évidemment, bon, après, vous pouvez recruter si vous êtes sélectionné, hein, par la suite, mais de toute façon, vous aurez bon, Horizon Europe, c'est surtout la période de préparation et de sélection, etc., qui évidemment on est dans le flou. Horizon Europe, on a quand même des avances à notification qui ne sont pas négligeables, hein, de 50 à 60% dès le début du projet, donc ça permet vraiment de voir venir. Donc le besoin en fonds de roulement ici, il est réduit, mais pour Interreg, par exemple, il faut attendre la première remontée de dépenses, etc., etc. Donc ça peut être relativement long. Et puis, l'intervenant précédent l'a souligné, c'est le suivi administratif, hein. On peut vite se prendre les pieds sur, je sais pas moi, le suivi des temps, l'implication des équipes, les différentes obligations. Bon, elles sont pas très nombreuses, il suffit, mais bon, voilà, il faut pas oublier de mettre les logos, d'avoir un suivi très régulier du projet. Et puis, voilà, avoir un suivi, parce que, alors, la plupart du temps sur Horizon Europe, c'est assez simplifié. Interreg, c'est devenu plus simple maintenant, puisqu'en fait, on peut, enfin, pour rentrer dans la technique, on peut rédiger des lettres de mission avec une imposition effectivement d'un taux d'implication des différents personnels dans le projet. Mais il faut toujours effectivement avoir vraiment à l'esprit, si vous êtes impliqué dans plusieurs projets, attention au suivi des temps et éviter les choses trappes liées aux règles de financement européen. Voilà, j'en ai terminé, mais avec un constat très positif, hein. J'ai terminé par les inconvénients. C'est peut-être un peu un syndrome un peu français, mais quand même, c'est extrêmement valorisant. Les financements permettent de réaliser de grandes choses, de multiplier l'activité, alors pour les structures comme les nôtres, mais aussi pour tout type d'entreprises. Et je pense qu'il faut évidemment que beaucoup d'entreprises maintenant se penchent. C'est des éléments intéressants si elles veulent effectivement innover, développer de nouveaux produits, réfléchir à l'intégration dans ce type de programmes qui sont de véritables opportunités pour le développement des entreprises. Merci beaucoup Ludovic pour ce retour d'expérience. Non, je pense qu'il faut pouvoir évoquer les aspects positifs, mais aussi les aspects qui peuvent être les points d'attention. Pas forcément appeler ça aspect négatif, mais en tout cas point d'attention. Effectivement, voilà, ça reste des projets qu'il faut pouvoir suivre. En effet, répondre à un certain nombre d'exigences administratives en anglais. La très grande majorité du temps. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut avoir en tête aussi avant de se lancer dans un projet. Moi, peut-être aussi, donc vous parliez des entreprises, enfin de l'accessibilité pour les entreprises. Donc il y a aussi évidemment les centres de recherche, mais il y a également une catégorie d'acteurs qui est de plus en plus amenée à participer à des projets européens, et notamment Horizon Europe, ce sont les collectivités. Il y a de plus en plus d'appels à projets qui appellent plus ou moins explicitement à la participation de collectivités, quel que soit le niveau, régional, local, municipal, parce que la Commission européenne insiste de plus en plus sur l'impact des projets qu'elle finance et la démonstration des technologies dont elle a financé le développement, et vraiment de plus en plus d'appels à projets, notamment dans les missions prévoit la participation de collectivités. Donc là aussi, c'est quelque chose à garder en tête. L'importance de la participation à des événements aussi, vous l'avez soulevé, que ce soit au niveau européen ou au niveau national. Il y a des événements d'info et aussi de réseautage entre acteurs qui cherchent à intégrer un projet en cours de montage et entre coordinateurs qui cherchent à compléter leur consortia, qui sont organisés. Donc là aussi, c'est des opportunités importantes à ne pas manquer. Et puis, donc, importance des réseaux. Donc, vous avez mentionné la plateforme technologique Alice. J'ai mis le lien dans le chat. Il y a également des réseaux. La région Normandie, par exemple, est membre du réseau ERIN, donc pour le réseau des régions européennes sur la recherche et l'innovation,
il peut aussi aider à faciliter la recherche de partenaires ou la recherche de consortia en cours de montage. Donc là aussi, c'est vraiment des outils à mobiliser, qu'on mobilise peut-être pas assez en Normandie et qu'il ne faut pas hésiter à mobiliser pour aider à monter des projets, que ce soit en tant que coordinateur ou en tant que partenaire. Voilà, on arrive à la fin de notre webinaire. Je remercie encore beaucoup Guillaume et Ludovic d'avoir fait ces retours d'expérience qui donnent un retour sur la participation à des projets, que ce soit à Horizon Europe ou Interreg. Mais ce portefeuille de projet m'a semblé intéressant. J'avais repris des questions qu'on avait listées au moment du premier webinaire, du webinaire qu'on avait organisé en juillet. Mais encore une fois, comme notre webinaire touche à sa fin, je propose de ne pas les aborder. Vous les retrouverez en ligne. Et si vous avez n'hésitez pas encore une fois à nous contacter. Donc, vous avez ici l'adresse jumperup@normandie.fr. Encore une fois, vous serez avertis en début de semaine prochaine de la mise en ligne du replay et de la présentation de ce webinaire. Vous serez également avertis du lancement, de l'ouverture de l'outil de candidature à JumperUp la semaine prochaine, on l'espère. Et voilà, la fiche dispositif est également disponible sur le site de la région Normandie. Pareil, on vous l'enverra. Là, je ne voudrais pas perdre de temps à la chercher sur Interreg, à moins que Manon ou Madeleine, vous puissiez la mettre dans le chat. Merci beaucoup, Madeleine. Et du coup, si vous avez une question brûlante, là, dans les 3 dernières minutes de ce webinaire, je vous propose de la poser. Et puis sinon, voilà, on reste vraiment à votre disposition pour échanger par mail ou par téléphone. Enfin, voilà, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Voilà, Madeleine a mis dans le chat le lien vers la fiche dispositif Jump Europe que vous trouverez sur le site l'Europe s'engage, sur le site de la région Normandie et sur laquelle sera posté le lien pour candidater à Jump Europe une fois que cette possibilité sera ouverte. Et si vous n'avez pas de questions, j'espère que ce webinaire vous a été utile. Encore une fois, demain à 10h, nous organisons le webinaire sur le lot 3 de Jump, donc éducation, formation, jeunesse, culture, citoyenneté. Et vendredi à 10h, webinaire sur le lot 1, donc transition, au sens large et également mobilité durable. Donc là aussi, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas fait pour recevoir le lien de connexion. On vous l'enverra avant le webinaire. Et là aussi, le replay et la présentation de ces webinaires seront mis en ligne et vous recevrez le lien. Tout sera sur la même page. Donc voilà. Si vous n'avez pas de questions, merci beaucoup et à bientôt.